Salut Christian, Salut Fred. ça va? Oui, bien sûr. Je suis heureux de te retrouver ici sur le siège Et moi électable. donc, oui, bien sûr. Ça me fait plaisir parce qu'on se connaît pas depuis si longtemps, C'est juste. mais c'est un grand plaisir de se rencontrer Mhm. régulièrement. Explique-nous un peu ce que tu fais ici au musée. Alors, je suis venu au musée un peu par hasard, par copinage, par relation. Et puis un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui faisait du simulateur, sur le vieux simulateur PC7. D'accord. Puis je suis tombé de très haut, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, génial. Le gars, il s'est retourné, il m'a dit, qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai dit, mais tout. Puis on a commencé comme ça. Puis un jour, je suis venu, j'ai fait une démo, je me suis planté royalement parce que j'ai pas regardé quand on était Ok. en pleine montagne. J'ai fait mon looping, je me suis planté. Ouais. Tout le monde a rigolé, puis j'ai recommencé, puis c'était bon. Puis Génial. après, c'est la passion, le partage, les gens, le fait de retrouver des anciens pilotes que je me rappelais des noms quand j'étais tout gamin, et puis de les saluer ici, de les croiser ici, de les tutoyer Ouais. ici, c'était juste génial, Ah, quoi. c'est déjà quelque chose d'incroyable. C'est fabuleux, c'est une ressource incommensurable, quoi. T'es rentré quand au musée? 2016, Ok. c'était à l'occasion d'un entretien avec Christophe Kekes qui chaque année fêtait son départ de l'armée. Et ce jour-là, Samuel Schmitt, ancien conseiller fédéral, était là. Et dans le cadre de mon job de l'époque, on a fait une interview des deux personnages. Mhm. Et c'est là que ça a commencé, quoi. Puis, Ok. voilà. C'est incroyable. L'aviation, ça te vient d'où? Ce que je m'en souviens, depuis que je suis dans la poussette, chaque fois qu'il y a un avion qui me survolait, je regardais. Ah ouais, donc c'est dans les gènes. C'est dans les gènes, c'est dans les veines, c'est comme ça. Ok. Et puis ça a toujours été ma passion, ça a toujours été mon leitmotiv, ça a été une passion à l'école. Les conférences, c'était l'aviation, c'était les maquettes. Ouais. Où j'habitais à l'époque, j'avais un grand jardin, j'ai même été à faire des maquettes en plastique, à mettre de la farine dessus, puis à laisser glisser l'avion sur la ficelle, puis le tirer dessus au Ah ouais, fusil à excellent. comprimé pour voir ce que ça donnait, Ah quoi. ouais. Enfin, des conneries de gamin, quoi. Ouais, c'est cool. Mais voilà, c'était comme ça. Et puis après, la bande dessinée, que ce soit Tanguy la Verdure, Buck Danny. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Albert Weinberg à l'époque aussi. Excellent. Un type extraordinaire, d'une gentillesse pas possible, qui m'a fait des tas de dessins personnalisés, qu'on m'a beaucoup. Oh Il bah prenait ouais. le temps dans les BD, il t'illustrait la BD, il te la dédicaçait comme ça. C'est un type extraordinaire, quoi. Ça fait partie de mes rencontres qui m'ont Ah, marqué. c'est dingue, je C'est savais lui même pas. qui m'a, disons, mis l'envie. Quand je suivais Buck Danny, c'est Ouais. clair que tu t'y croyais, tu étais dedans, quoi. Tu vivais. Tanguy la Verdure, la même chose. C'était fabuleux, quoi. Donc C'est ça, c'était incroyable. les éléments. Et puis aussi une passion de la Seconde Guerre mondiale, de ce que, pas pour la guerre, mais ce que certains hommes ont fait dans l'aviation, la bataille d'Angleterre, juin 40, etc. Ouais. Ouais. Ça aussi a été quelque chose d'assez émouvant de comprendre, de voir. Voilà. Puis le film La bataille d'Angleterre ici aussi était un élément déterminant pour moi quand j'ai vu ça. Ouais, tout à fait. Et puis voilà, puis après l'histoire de Klosterman, l'histoire de tas de gens que j'ai rencontrés, que j'ai pu croiser, et puis voilà. J'ai cru comprendre que tu avais un carnet d'adresses au niveau des personnalités dans l'aviation qui était Il s'est construit assez au hors fur du et à commun. mesure des années. C'est surtout par le fait d'avoir eu un instructeur, Zouzou, Georges Entretzer pour les intimes, qui a été l'instructeur de Claude Nicolier, partiellement, de C'est pas Christophe n'importe quoi, ouais. Kekes, de Bertrand Piccard aussi, et tas d'autres personnes. Et lui a été le focus, c'est ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Bernard Chabert aussi, un journaliste aéronautique très connu. Et puis voilà, et puis ça s'est construit comme ça. Aussi, l'ancien leader de la patrouille de France, Jean-Louis Monnet, Ouais. aussi, qui lui m'a introduit dans la base d'Orange. Et voilà, j'ai partagé des moments extraordinaires avec les gars de la patrouille de France. Tu as été sur la base d'Orange. J'ai été 2 fois dans la base de la patrouille de France, Ok. ce qui n'était pas évident d'entrer. Oui, j'imagine. Mais Jean-Louis a réussi à faire le nécessaire. Et j'ai partagé des repas avec les pilotes, le débriefing Incroyable. de mission. J'ai partagé le 35e anniversaire de la PAF au sud de la France. Et voilà, c'était des moments extraordinaires. J'ai rencontré Jacques Krim, qui est un ancien leader de la patrouille de France. Ok.
Non, l'histoire du 35e anniversaire de la patrouille de France, ça s'est donné parce qu'on avait organisé un meeting en 88 à Colombier. Ouais. Jean-Louis Monnet, leader de la patrouille de France, en était le responsable. Et il y a eu le fameux accident des Frecce en Allemagne, et tout a été repoussé d'une année, ce qui nous a permis justement d'aller voir la patrouille de France et de partager des moments extraordinaires avec eux, quoi. C'est dingue, ça c'est hors du commun, quoi. C'est des gens atteignables surtout, toi. Ils ne sont pas au-dessus de tout le monde, non, ils sont très ouverts, tu peux discuter, tu peux échanger. Fabuleux. Donc c'est une opportunité qui ne se présente pas à tout le monde quand même, quoi. Il faut avoir la relation au bon moment, au bon endroit pour pouvoir le faire. Ah, j'imagine. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus difficile, quoi. C'est comme des rentrées dans le cockpit d'un jet. Aujourd'hui, en vol, il faut connaître l'équipage, sinon tu n'as quasiment aucune chance d'y arriver. Puis encore. Ça se fait pas. Les consignes de sécurité de la compagnie qui font peut-être que... Mais voilà, donc... le carnet d'adresse, il est bien étoffé, il y a de tout. Quand j'ai commencé à voler en simulateur FA-18, j'ai un ami, je ne vais pas citer de nom pour le protéger, qui est venu, qui m'a montré ce que c'était qu'un FA-18. Il était pilote d'essai sur FA-18, donc il m'a montré ce que c'était que de voler en FA-18. Puis la première approche qu'on a fait, on l'a fait à 17 km du seuil de piste. Puis je dis, oui, mais c'est loin. Il m'a dit, tu verras, ça va assez vite. Et il a eu raison. Ah oui, ça va très vite. Ça va très vite. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est ce qu'il faut commencer. Donc on apprend très vite aussi une certaine humilité dans l'aviation, parce qu'on pense qu'on sait, mais on se rend compte très vite qu'on ne sait pas. C'est sûr. Et quand on ne sait pas, on se tue souvent. Puis c'est trop tard. Donc il faut écouter ceux qui savent, et puis ça va. C'est ça. Puis après, ça va. Voilà. Tu as une approche, tu as un passé dans l'aviation où tu as fait des licences, en tout cas tu en as fait une. Alors j'ai fait ma licence PPL, donc pilote privé, et à l'époque, on pouvait faire encore une licence BB, pas bébé, mais semi-professionnelle, qui nous permettait de faire du vol commercial en Suisse, sur avion suisse. Ce qui m'a permis de faire une centaine d'heures en total, où j'étais payé. Pas beaucoup, mais j'étais payé. C'est-à-dire que mes heures de vol étaient gratuites. C'est déjà très bien. C'était génial. Donc on pouvait faire des tas de vols comme ça. Et c'était aussi une expérience extraordinaire. C'est incroyable. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de valeur du tout. C'est devenu, à mes yeux, beaucoup plus compliqué de piloter. Tout à fait. Il y a beaucoup plus de zones contrôlées que ce qu'il y avait avant. Il faut tout le temps parler à la radio pour les pilotes privés. C'est compréhensible d'un côté, puis c'est fatigant, c'est lassant de l'autre. Parce qu'il y a beaucoup trop à faire quelque part. Tu m'as aussi expliqué que tu avais un palmarès de machines qui était intéressant. Hein. Tu m'as montré 2-3 belles photos. J'ai eu la chance de voler, donc commencer sur Bravo, à S202, 150 chevaux. Arrivé à mes 35 heures de vol, et je devais attendre un peu pour faire l'examen pratique, mon instructeur m'a dit viens, on commence sur Grumman Tiger. Alors on a fait transition Grumman Tiger en tant qu'élève pilote encore, ce qui est un peu limite. J'ai passé ma licence, je l'ai eue, et puis là après j'ai volé sur Cessna 172, 182 RG, et j'ai eu la chance de voler pendant à peu près une dizaine d'années un Mooney, avion américain avec un moteur Porsche Carrera dessus, une technologie assez extraordinaire puisqu'il n'y avait qu'une seule manette pour tout gérer, le pas, la mixture et la puissance du moteur. Donc avec ça, on pouvait voler 10 ans sur la même machine. Sur la même machine, Joli. J'ai la chance d'avoir cette chance de pouvoir disposer d'une machine sans avoir les ennuis d'un propriétaire d'avion qui était délégué quelque part. Ça, c'est un luxe qui est inestimable. Fantastique. Tu as des anecdotes avec cet avion un peu? On a fait quelques vols assez spectaculaires, à la limite de ce qui est autorisé. Il y a prescription aujourd'hui. Il y a prescription aujourd'hui. On a fait un vol, l'avion partait à Bad Ragaz faire les services, donc le pilote venait des fois en train, il prenait l'avion, il les ramenait. Puis quand il fallait ramener l'avion au propriétaire, il faisait Bad Ragaz Neuchâtel. Je prenais l'avion avec lui, on allait à Bad Ragaz, puis je reviens à Neuchâtel. C'est très pratique. C'est très pratique. Et une fois, on est parti tard de Neuchâtel et je suis rentré très tard à Neuchâtel. Et le temps était très mauvais. Je suis monté la rive ouest du lac de Zurich, en Razmotte. Passé au-dessus du restaurant Mövenpick de l'autoroute près de Zurich, qui était orange. On le connaît on tous. le voit bien. Et puis après, j'ai fait jusqu'à Soleure au nord de l'autoroute pour ne pas croiser un autre avion en face, si jamais, c'était la règle. Et puis depuis Soleure, Bienne, puis j'ai posé un Neuchâtel avec le moteur au ralenti pour pas
Pour pas faire de bruit. Aux riverains pour pas qu'il y ait de rapport. Et puis voilà. Alors ça s'est bien passé par l'expérience de vol, mais c'était la limite. Je sentais que mes compétences arrivaient dans la limite. D'accord. Il faut savoir tempérer aussi à un moment donné. T'en sors quel rapport de cet avion? Tu as beaucoup volé dessus, tu le connais par cœur? J'ai fait une centaine d'heures de vol, j'ai été beaucoup en France, j'ai fait la Tchéquie, j'ai fait la Suède, la Norvège, l'Allemagne du Nord. C'était une machine extraordinaire. Il y avait un autopilote. On faisait ce que toi tu fais aujourd'hui dans ton A320. Je le faisais à mon échelle dans le Mouni. C'est que j'avais mon plan de vol, ma planche de travail, puis je vérifiais les paramètres. Incroyable. Il n'y avait pas de GPS, des plateformes inertielles, on définissait des points de report. Et puis voilà, puis ça volait tout seul. J'ai l'impression que ça, à entendre les gens qui parlent de l'aviation dans ces années-là, j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup plus libre en termes de vol qu'aujourd'hui. Il y a plus de tolérance, je dirais. C'est ça. On devait partir sur le nord de l'Allemagne. On passait entre la TMA de Zurich et de Bâle. Il y avait un trait, mais il y avait un petit trait où il n'y avait rien. Puis on se faufilait là au milieu, on disait rien, puis ça passait. C'est ça. Aujourd'hui, ce sera un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des zones où c'était juste impossible de faire des choses. Donc voilà. Mais voilà, puis encore, quand j'ai commencé en 81, certains se plaignaient déjà que ça venait contraignant. Ah ouais, ok. Et puis après avec l'introduction des zones C, toutes les zones de vol, c'est devenu extrêmement contraignant. Donc voilà. Tu as passé au turboprop? Alors j'ai eu la chance en 93 d'aller faire d'abord en Floride un peu d'heures de vol parce que j'avais besoin d'avoir 400 heures pour commencer la turboprop. Excellent. Et puis j'ai passé ma théorie en un week-end, c'était la formation de base pour avoir une connaissance comment ça fonctionne. Savoir qu'il n'y a pas de contact entre le moteur et l'hélice. Ça, je suis tombé de très haut, mais voilà, c'était comme ça. Et puis ensuite, j'ai pu faire 5h30 en tant que pilote. Mais après, l'exigence est venue de l'IFR. L'IFR était hors de prix, c'était entre 30, 35 000, 40 000 francs peut-être. Oui, tout à fait. Et c'était trop cher pour moi. Mais j'ai touché à ça. J'ai eu la chance de faire une trentaine d'heures de vol avec le porter en tant que passager, en tant qu'assistant de vol au largage. C'était juste génial, c'était une expérience fabuleuse. Là, tu as fait l'ascenseur on montait à une bonne paire de fois, quoi. 4000 mètres en 20 minutes, on descendait en moins de 3. Donc tu fais ça 5-6 fois par jour, tu es déjà fatigué. Quand tu en fais 20, tu es sur les rotules. Mais c'est juste une expérience fabuleuse. Tu as volé en Pilatus, tu as fait du jet aussi? Alors, j'ai pas la chance de voler du jet militaire. J'ai fait du jet privé, le Cessna Citation 1, lors d'un vol entre la banlieue de Chicago et Genève, en passant par Montréal, Cogeac, le Grand Nord. C'est exceptionnel. L'Islande, Reykjavik, Glasgow et Genève. 17 heures de vol par tranche de 3 heures maximum. On n'avait pas plus de fuel après la sécurité nécessaire. On a survolé le Groenland, c'était au mois de juillet, donc le soleil était à peine en dessous de l'horizon. On a redécollé à 3 heures du matin du Groenland. Moi, mon objectif, c'était fracasser les moustiques qui pénètrent dans le cockpit, parce qu'il y a des moustiques énormes. Et après, mon rôle dans le vol, c'était préparer les sandwichs, le café pour les deux pilotes. Et puis, s'il nous arrive un pépin, c'est d'avoir le dinghy dans les mains avec la ficelle. Et puis de sortir le canot, et puis de tenir toujours le dinghy le plus près possible de moi pour pas qu'il s'éloigne. Voilà les mesures de sécurité. Mais c'était une expérience fabuleuse. Pour ceux qui ne savent pas, tu veux expliquer ce que c'est? Alors le dinghy, c'est un bateau qui est complètement rétracté, qui prend le minimum de place. Et au contact de l'eau, il va se déployer. Et là, c'était un 6 places qu'on avait. Et puis, il se gonfle en l'espace de, je sais pas, 20 secondes peut-être, 10 secondes, 15 secondes. Voilà, c'est une capsule qui réagit à l'humidité. Et puis, mon rôle, c'était de faire ça. Mais bon, il ne fallait pas être idiot. Si on se plantait, il y avait peu de chances qu'on s'en sorte. On est d'accord. Mais voilà, c'était pour se rassurer peut-être aussi, ça fait du bien. C'est une de tes plus belles expériences en aviation? C'est une belle expérience parce que c'est une traversée de l'Atlantique.
Pour rester dans le chemin de l'Atlantique, j'ai eu la chance en 2009 de faire un vol dans le cockpit avec un équipage de Suisse, un Zurich-Chicago retour, donc 48 heures avec l'équipage. Magnifique. Extraordinaire. Un équipage fabuleux, une découverte de ce monde exigeant, extrêmement fatigant. On ne se rend pas compte, le décalage horaire, ça demande beaucoup d'efforts quand même. Et puis j'ai pu renouveler cette expérience avec le copilote de l'époque qui m'a accueilli à San Francisco cette année pour faire le vol retour en 777. Incroyable. Et on a pu passer avec les copains qui étaient avec une bonne partie du vol et j'ai pu faire l'atterrissage dans le cockpit. 2 fois du 777? Non, le 340 en première fois. 340. Qui était un bel avion de l'époque, et puis le 777 qui est aussi quelque chose d'assez génial. Qui est incroyable, oui, tout à fait. À choisir, l'un ou l'autre? C'est difficile, le 777 a quand même une puissance énorme. Ah oui, tout à fait, c'est surmotorisé. On a décollé de San Francisco, il y avait 100 places de libre en économique. Donc le pilote a mis le fuel qu'il fallait, le minimum qu'il lui fallait, parce qu'il ne fallait pas plus. Oui, tout à fait. Mais il a décollé comme un chasseur, et on est monté comme un chasseur. Extraordinaire. Incroyable. C'était une des plus belles puissances que j'ai vécues dans un avion comme ça. Vraiment quelque chose de... Ça, c'est déjà des vols en plus qui sont incroyables alors sur ces machines-là, mais si en plus tu les as fait en jump seat, c'est unique. C'est unique, voilà. Tout à fait. Et puis après, il y a eu en Europe un vol en DC-3 aussi, quelque chose de magnifique. Ah ouais, ça c'est... une expérience extraordinaire, donc l'ex-Dakota. J'ai fait un Sion-Genève. Ah ouais, alors, le virage de Martigny, c'était spectaculaire. Parce que quand on tourne les commandes, l'avion réagit 3 secondes après, il commence à bouger seulement 3 secondes après. Donc il faut anticiper le virage. Donc c'est un avion qui a une énorme inertie. Inertie énorme. Mais une fabuleuse expérience de vol, l'odeur, l'histoire, la sensation. Tu l'as fait dans le cockpit aussi? Oui, on était les 2 pilotes et puis moi j'étais nouveau comme bagage accompagné. Incroyable, mais c'est génial. J'ai eu la chance. Un background qui est quand même. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. On est parti de Lausanne en tuyauterie jusqu'à Sion et puis après on est rentré en DC-3, puis on a repris le train et puis après on a repris une voiture pour aller chercher une autre voiture à Sion. Mais voilà, c'est incroyable. J'ai fait du beach. J'adore. 350, je crois que c'était. Non, Piper-Cheyenne, pardon. Piper-Cheyenne, entre Berne et la Tchéquie. Ah ouais. Là aussi, un vendredi soir, copain téléphone, je suis en Tchéquie, ok, tu viens avec. Ah, ça c'est des super copains, ça. On a dormi à Brno et puis on est rentré le lendemain matin, puis voilà. On part, on ne réfléchit pas. Ah, c'est fou. Il faut saisir l'occasion quand elle se présente. Il y a une machine qui t'a laissé vraiment un souvenir particulier ou... Alors j'ai eu la chance de faire un vol en PC9. C'était une machine qui était préparée pour une course qui partait de Paris jusqu'à Langkawi, du côté de Singapour. Et puis les 2 pilotes qui s'occupaient de cette machine devaient amener l'avion à Genève. Puis j'ai proposé d'aller les chercher à Genève pour les ramener sur Neuchâtel. Puis arrivé à Genève, il m'a dit « Mais t'as jamais volé cet avion ?» Je dis « Non, viens, on va faire un tour. » Alors on a fait un petit vol, une demi-heure. Et là, j'ai pris 5G et demi au décollage. Ah ouais, c'est pas rien. C'est extraordinaire. Une montée à 10 000 pieds en 20 secondes peut-être, fond la caisse. Virage en 8 sur la tranche. Il m'a fallu une demi-heure pour sortir de l'avion. J'étais mal foutu, comme c'était pas permis. Même expérience de vol en PC7 avec l'ex-patrouille Martigny. Un meeting à Neuchâtel en 89, là aussi, vol en patrouille. Quand tu voles à 2 mètres l'un de l'autre, tu dis ta vie elle est finie, c'est bon, tu vas toucher, c'est fini. Et ça s'est bien passé, mais voilà, extraordinaire. Je trouve que tu as un parcours qui est vachement intéressant là-dessus parce que justement tu mixes énormément de machines de types différents avec des caractéristiques qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Oui, alors la chance et le malheur quelque part, mais je ne les ai jamais volés en tant que pilote responsable. Donc, à part le Mooney, oui, mais sinon, les autres machines, j'étais accompagnant, mais j'avais la chance de participer, de faire avec. Quand on pense que le vol transatlantique avec la Citation a coûté à l'époque plus de $7 000 en point de vue administratif pour le suivi des plans de vol, etc., c'était hors de prix, plus les heures de vol. Donc, voilà. Le fait d'avoir pu faire cette expérience-là est une chance unique. Oui, tout à fait. Je n'ai jamais répété, mais voilà, j'ai fait autrement.
Mais sinon, chaque vol, chaque souvenir qui reste est quelque chose d'unique. Les gens qu'on rencontre ici, c'est des gens uniques, c'est des gens qui ont un parcours de vie extraordinaire. Par rapport à moi, pilote privé, qui rencontre des gens qui ont fait des choses extraordinaires en aviation, ben voilà, c'est respect. Alors, selon moi, hein, donc tu as une licence de pilote privé, mais tu as quand même justement une expérience qui est pas mal mixée par les différentes machines que tu as eues en responsable ou pas, mais tu les as quand même eues. Donc c'est quand même quelque chose qui rentre dans le carnet de vol. Hein, oui, alors le porter, oui, j'ai pu le noter, parce que j'avais un instructeur porter, certifié. C'est déjà pas n'importe quoi. Oui, hein. Oui, c'est pas n'importe quoi, c'était une belle expérience. Après, c'est clair que la 340, le 777, c'est des choses extraordinaires. J'ai fait aussi des vols dans le cadre professionnel, où je travaillais sur Bruxelles ou bien Hambourg, où j'ai pu faire des vols dans le cockpit parce que j'avais tout le temps l'œil qui traînait côté cockpit. Ouais, ça c'est génial. Et puis l'hôtesse disait, mais ça vous intéresse? J'ai dit oui, oui, oui. Il y avait le commandant, il se retourne, il dit, viens dans le cockpit, fais le vol dans le jump seat. Et puis voilà. Ouais. Puis ce qui aujourd'hui serait très difficile, vachement compliqué. Très difficile. Quoi. Ouais. À l'époque, c'était porte ouverte, on pouvait le faire sans autre. À l'époque où je travaillais, on avait même loué un DC-9 chez Swissair avec 115 personnes, je crois. On a fait un vol Zurich-Zurich pendant 1 heure. Excellent. On s'est amusé comme des fous à bord. J'imagine. DC-9, c'est une belle machine hein, déjà. Oui, c'était une belle machine. Puis c'était la porte ouverte aussi. Commandant a dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire? On a discuté ce qu'on voulait faire. Puis il a dit, OK, on fait ça. Et voilà, c'était... c'est fou. Hein. C'est juste des belles expériences. C'est ce partage justement des pilotes expérimentés avec un petit pilote privé comme moi, petit, façon de parler. Façon de parler. Mais au moins il y avait ce partage, parce qu'il y a une passion. Puis cette passion, quand elle est transmise, les gens le sentent. Et les vrais pilotes le partagent volontiers. Et c'est ça qui est génial, quoi. Aujourd'hui, il y a une expérience que tu voudrais faire encore par-dessus tout le reste. Il y a des choses encore à cocher. Oui, pour toi dans l'aviation. Chaque vol que je pourrais faire, à part de l'acrobatie, parce que je ne supporterais plus. Mais à part ça, chaque vol, entre guillemets, standard, tranquille, oui, je repars. Une machine qui te fait plus rêver qu'une autre? Oui, alors le rêve, ça aurait été de faire le vol en Mirage. Ça, c'est un avion mythique qui est juste extraordinaire. Et puis après, oui, chaque avion est beau à voler. J'ai volé en Piper Cub aussi, avant de commencer le porter, pour apprendre à voler sur un avion de queue. Parce que c'était quand même important de savoir comment est-ce qu'on décolle, comment est-ce qu'on atterrit. Mais oui. Donc là aussi, j'ai redécouvert l'aviation, le b.a.-ba de l'aviation, que je ne connaissais pas. Et puis voilà. Pour revenir à tes débuts, il y a quelqu'un de ta famille qui était déjà dans l'aviation? Non, pas du tout. Ou c'est venu... Non, j'étais le paria de la famille, j'étais complètement fou de faire ça. Comme beaucoup. Et puis voilà. Mais quand j'ai réussi ma licence, je crois moins d'une semaine après, j'ai fait faire le baptême de l'air à ma grand-mère qui n'avait jamais volé de sa vie. Ah, c'est excellent. À ma tante et puis à ma mère. Et puis j'étais juste fier de les emporter avec moi en avion pour faire ce baptême de l'air. C'est incroyable. C'est un objectif assez atteint. Tu aurais eu l'opportunité de pouvoir en faire ton métier ou ça s'est jamais présenté? Oui, non, j'ai essayé comme 18 000 Suisses à l'époque chaque année. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Les premiers examens ont été faits sur papier à la maison. Tu remplis des questionnaires, tu passes à l'étape suivante. Et puis après, une étape convoquée à la caserne de Colombier. On était 22, j'en connaissais quelques-uns de Bienne. Moi, j'étais en apprentissage de cuisine, donc aucune idée de la technique, de ce qui se passait. Puis j'ai un copain qui était au Tech à Bienne, puis il m'a dit « Ouf, je ne sais pas si je vais réussir ». Et puis on nous a refroidi d'emblée. C'est que le gars qui était là dit « Voilà, messieurs, vous êtes 22, on n'en prendra que 2, sachez-le ». Ça ne motive pas beaucoup. Voilà, mais c'est intéressant, c'était une bonne expérience. Bien sûr. Et puis j'ai aussi un copain qu'on a fait une licence privée ensemble, il a continué, et puis il a fini une carrière commandant de bord à 340 chez Suisse. C'est toujours des bons contacts à garder aussi. Ah, c'est toujours des bons contacts à garder, c'est clair, mais voilà. Donc l'aviation, c'est après coup, le moment tu es déçu parce que tu n'es pas reçu, parce que tu dis mais pourquoi, je ne comprends pas, etc. Puis c'est avec les années, quand tu as volé, puis que tu as vu où sont tes limites, que tu comprends que tu n'aurais jamais pu aller plus loin. D'accord. Parce que tu es limité quelque part. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et quand tu l'acceptes, tu vis une autre carrière, tu fais une autre
peut pas laisser une carrière, mais tu fais d'autres expériences de vol. Tu partages d'autres choses, tu fais des choses différemment, mais tu rencontres des gens extraordinaires. Bah voilà, t'as pas eu l'opportunité de le faire en professionnel, Voilà. mais tu as quand même vécu des expériences en Oui, aviation alors qui moi, je sont me plains pas. largement comparables, quoi. J'ai plein de souvenirs et ceux-là, je les garderai, personne ne pourra me les prendre. Donc, Ouais. c'est juste fabuleux. Si on revient un peu à tes contacts, que tu as, contacts un peu exceptionnels, Claude Nicolier. Alors, Claude, c'est une connaissance du musée, c'est pas un ami, Ouais. mais je l'ai suivi depuis tout gamin aussi, quand il a fait son premier vol. C'est aussi quelqu'un d'extraordinaire, qui est toujours abordable. Ouais. Il est juste fabuleux. Il y a 1 mois et demi, il était là avec Jeff Hoffman. J'ai proposé à Claude si Jeff voulait faire du simulateur FA-18. Jeff est venu, il dit oui, mais moi je suis astronaute, je ne suis pas pilote. Puis je dis mais ça fait rien, on essaye. Et puis je crois qu'il a eu plaisir. Et puis Ouais, voilà. c'est un sacré beau moment. Donc là aussi, le musée m'a fait connaître 2 astronautes qui ont été sur la Lune. J'en ai connu un autre à Neuchâtel. Donc j'ai rencontré 25% des hommes qui ont été sur la Lune. C'est incroyable. C'est pas évident. C'est pas incroyable. évident. Et puis après, Claude aussi, l'astronaute juste génial, quand il a un vécu extraordinaire, mais il sait se mettre au niveau des gens Alors, qui absolument, discutent. ouais. C'est quelqu'un de fabuleux, mais tous. Pour le resituer un tout petit peu, on est là pour parler de ton passage dans l'aviation. En 2 mots, Claude Nicolier, pour ceux qui ne le situent pas. C'est un jeune qui est passé par là, qui a fait une carrière extraordinaire comme pilote militaire, comme pilote civil chez Swissair pendant quelques temps. Ensuite, qui s'est inscrit auprès des astronautes européens, C'est ça. qui a été accueilli à la NASA, Oui. qui a suivi une formation, qui a attendu longtemps qu'il puisse voler. Et il a fait 4 vols juste extraordinaires. Voilà. Et il reste toujours abordable. C'est un des seuls hommes qui a pu tenir Hubble. Oui, c'est un des rares qui a tenu ça et qui a vu la Terre sous ses pieds. Ouais. C'est quand même c'est une belle rencontre. Hein. Ah oui, mais chacun a son niveau, que ce soit. Ouais, même un pilote privé, quand tu compares ce que tu as fait, dans ce que tu as vécu, c'est un échange. Et quand tu as la passion qui est là, c'est juste fabuleux. Tu as côtoyé aussi Monsieur Kekes. Oui, alors Christophe était un ami de 35 ans, il était mon témoin de mariage. Il m'a fait un grand honneur en acceptant ça. Sa perte a été une grande douleur, il faut dire ce qui est. Mais il était aussi quelqu'un de juste extraordinaire. J'avais organisé un anniversaire pour les 80 ans de notre instructeur commun. Et puis je l'ai écrit à la maison. Puis j'ai dit, écoute, j'ai besoin de peut-être te contacter. Il me dit, mais tu me téléphones au bureau. Je dis, oui, mais Christophe, tu es le chef de l'armée. Il me dit, oui, mais tu me dis à ma secrétaire, puis c'est bon. Puis un jour, j'ai dû l'appeler, j'ai eu sa secrétaire. Ah oui, il m'a tout dit. Oh, c'est Honor dit vous rappelle dès qu'il peut. 3 minutes après, il était au téléphone. C'est pas commun non plus. Donc voilà, on se fait une image d'un chef de l'armée qui est inatteignable, etc. Et non, Christophe a toujours été quelqu'un de... Tu l'as côtoyé pendant longtemps. Oui, alors je l'ai côtoyé la première fois, je me suis presque fait peur parce que c'était à l'organisation du meeting 84 à Colombier. Au mois de mars, on avait l'Assemblée générale du club. Je ne connaissais pas. Et c'est lui qui organisait tout ce qui était les patrouilles, etc. On était à peu près 150 personnes dans une grande salle. Il s'est levé, en 1 seconde et demie, il y avait le silence total. Ouais, j'imagine. Donc son aura était tellement puissante que le respect, il était là. Ouais. Et puis l'année suivante, je l'ai rencontré et puis je lui ai montré les photos d'un cockpit FA-18 que j'avais sur mon ordinateur. Puis en faisant faire, il dit, mais t'as eu ça d'où? Puis je dis, mais j'ai de l'ordinateur. Puis il rigolait, puis il dit, oui, je sais, mais voilà, quoi. Puis après, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, ce que c'était, etc. Mais voilà, c'était quelqu'un de juste génial, quoi. C'est fou le contraste qu'il y a entre l'image qu'on s'en fait. Moi, j'ai pas eu la chance de le connaître, mais en tout cas, quand on voit les photos, c'est quelqu'un qui en impose. Hein, c'est quelqu'un qui est très solennel. Mais tu l'as connu dans le privé? Alors oui, j'ai eu la chance, ces 10 dernières années de sa vie, de le rencontrer beaucoup, même dans sa vie privée. Il m'a fait confiance, il m'a demandé de faire pas mal de petits boulots pour lui. C'est incroyable. Puisque quand il était à Berne, il disait je demandais, je recevais. Puis quand il était tout seul à la maison, qu'il avait repris la présidence d'une ONG,
il disait, je ne sais pas tout faire. Puis il me dit, tu sais, je dis, écoute, je t'aide. Et puis je l'aidais, puis je le faisais, puis on partageait. Ah, c'est incroyable. Puis on a fait, ouais, il m'a montré, il m'a ouvert des portes, de nouveau, voilà, par sa gentillesse, par Ouais. ce partage, cette simplicité qu'il était, avec sa famille aussi, j'ai eu des contacts. Voilà, c'était pas l'homme qu'on pensait être au sommet de sa carrière, puis qui venait, je ne sais pas quoi. Non, non, il a toujours été d'une simplicité. Ouais. Il venait au musée d'une simplicité totale. C'est fou quand même justement ce contraste, quoi. Ouais. Hein, c'est J'ai incroyable. même une anecdote où, à Colombier, on faisait des vols commerciaux le week-end, Mhm. où les gens pouvaient venir voler pour pas très cher. Christophe était venu, il était pilote d'un avion. Moi, je faisais le dispatching pour amener les gens à l'avion en Mhm. fonction des places disponibles. Puis un jeune recrue était en uniforme avec sa copine. Il voulait faire un petit baptême de l'air, puis je l'ai amené à l'avion où Christophe volait. Mhm. Il a vu Christophe, il ne sait plus où se mettre, le jeune recrue. Il l'a Ouais. salué, il l'a tout, puis Christophe dit, maintenant c'est dimanche aujourd'hui. Il n'y a pas Moi, de. c'est Christophe, toi, c'est quoi? Ouais, Voilà, ouais, ouais, un ouais. recrue. Voilà, Incroyable. c'était lui, c'était Ouais, juste ouais, lui, c'était ouais. cette démarche. Puis même avec ses copains mécanos, il a toujours été d'une Mhm. simplicité, d'un respect total. Il était vraiment l'homme fédérateur qui savait ce que le mot amitié signifiait, qu'elle savait, quelles étaient les Ouais, ouais, conséquences ouais. de tout. Parce que C'était un voilà, grand homme, hein. oui, oui, C'était vraiment. c'est des gens très rares. Et lorsqu'il m'a fait rencontrer Samuel Schmitt, la même chose. Mhm. Samuel Schmitt était son chef en tant que conseiller Oui, fédéral, ouais. mais c'était deux amis. Ils ont fait des Incroyable. trucs extraordinaires entre eux, des Incroyable. partages fabuleux, des moments extraordinaires. Ouais. Et quand on les entendait les deux discuter, mais c'était... Ouais. C'est fou ça. Voilà. Tu m'as fait comprendre que tu avais encore des souvenirs de lui? Oui, alors j'ai eu la grande chance, malheureusement, suite à son décès, la famille avait des tas d'objets, etc., etc. Mhm. Et la famille a choisi de garder certains objets. Et moi, je voulais absolument éviter que ces objets soient dilapidés, dispersés, etc. Mhm. Donc, j'en ai pris la responsabilité. Ils sont chez moi, Ouais. à disposition du musée. Mhm. Mais j'ai cette opportunité d'avoir le cadeau que Samuel Schmitt lui a remis à la fin de sa carrière militaire. Que j'ai eu la chance de voir. C'est un ours Ouais. fait à l'école du bois de Thun, extraordinaire. Ouais. J'ai le manche à balai du Mirage dans lequel il s'est craché en 1977. Mhm. Là aussi, c'est quelque chose de rare d'avoir un objet Ah, ça, je d'un avion confirme, ouais. qui se crache. C'est Ouais, ouais, quasiment ouais, tout à fait. impossible. Donc voilà. Et puis aussi plein de petits souvenirs de ses voyages dans Ouais. le monde en tant que chef de l'armée. Et des anecdotes aussi, dont une anecdote que je trouve extraordinaire. Il avait été en Chine, un congrès des chefs de l'armée, je ne sais pas dans quel cadre exactement. Et puis il me dit, mais ce jour-là, j'étais assis à côté de mon homologue chinois. Je dis, c'est chouette. Puis il me dit, ouais, tu vois, moi j'avais 200 000 hommes sous mes ordres à peu près, puis Ouais, il en ouais. avait 20 millions. Ouais, c'est ça. Juste pour dire, mais c'était Ouais, mon ouais, ouais. homologue. C'est pas tout à fait. Et puis, il était tellement humain Mhm. que je crois que son homologue ou un des chefs de l'armée chinoise lui avait fait un papier comme quoi il avait le droit un style de sauf-conduit. Ouais. Et puis quelques années plus tard, il avait été en Chine pour voir une éclipse de soleil. Mhm. Et puis il passait à la frontière chinoise. Puis les douanes étaient fermées, je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Lui, il était dans le car numéro 15, 16, 17, je ne sais pas quoi. Donc c'est des heures et des heures d'attente. Ouais, ouais, ouais. Il est sorti, il était chercher l'officier responsable du poste de douane. Mhm. Il lui a montré une copie de ce sauf-conduit. C'est tout juste s'il ne s'est pas mis au garde à vous. Ils ont fait lever les barrières et puis tout le monde pouvait passer. C'est C'était en incroyable. ordre. Ouais, c'est Donc incroyable. j'ose pas imaginer le texte qu'il y avait, j'ose pas imaginer ce qu'était. Ouais, mais ouais. voilà. Et c'était lui, c'était. C'est fou. D'une manière plus générale, l'aviation, ça te fait encore rêver aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça que ça me ressource, ça me fait du bien. Mhm. Le partage, la rencontre, ça reste une passion. Ça restera toujours une passion. Je fais beaucoup de simulateurs. Ouais. T'en pratiques ici, mais t'en Alors, pratiques aussi ailleurs? Ici, c'est plutôt comme moniteur de vol Mhm. pour donner cette transmission de la passion aux gens. Mhm. Et puis à la maison, ben oui, pour moi,
sur le FA-18, sur toutes sortes d'avions, Ouais. du vol à vue encore, sur le Porter aussi, parce Ouais, que ouais. voilà, il y a des vieux souvenirs. Et puis voilà, mais ça reste. Voilà. C'est quoi qui te fait encore qui te fait lever en venant ici dans l'aviation moderne? Qu'est-ce qui te Mais moi, je suis épaté, c'est la vitesse où ça va. Ouais. J'ai commencé en 1994-95 à voler avec un premier GPS qui était archaïque par rapport à aujourd'hui. C'était compliqué. Une heure de vol, c'était 10 heures de préparation. Oh, purée. C'était long, très très long. Ah ouais. Et puis quand on voit aujourd'hui ce que c'est, que tous les avions, c'est du glass cockpit quasiment, Ouais. qu'on ne se parle plus dans les avions, quasiment, au niveau de la radio. C'était la baffe dernièrement. Mais plein de choses, enfin, c'est juste fabuleux. Et puis tout va très vite, tout évolue, tout se perfectionne. Ouais. Et puis c'est ça qui est Donc intéressant. toi, ça te fascine. C'est pas quelque chose qui fait perdre de l'âme à l'aviation ou Non, alors c'est plus le pilotage d'antan, quoi. Toi, tu l'as découvert il y a quelques semaines, ce que c'était qu'un vrai avion. C'est ça. On doit ressentir. Faire de la voltige. Là aussi, ta carrière m'a sur une grosse machine, ouais. Comment il a pu commencer là-dedans, c'est pas possible. Ah voilà. ouais. Donc l'évolution. Mais je pense que le basique devrait être obligatoire aussi. Pas des heures et des heures, mais sentir un avion. C'est ça. Autre chose que des grosses machines où tout est électronisé quelque part. Mais voilà, c'est l'évolution. Il faut faire avec, c'est tout. Je n'ai pas de regrets. Je me dis juste que des Blériot, des frères Wright, ils tomberaient des nues aujourd'hui. Ils diraient, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible. Et puis étonnamment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps, ouais. Quand on voit les avions des années 40, personne, tu vois un Venom, tu vois un Hunter, tu te dis, mais comment ils volaient là-dessus? Et à l'époque, c'était moderne. Parce que tu voles aujourd'hui, c'est ultra moderne. Dans 20 ans, tu te dis, mais comment il a pu voler là-dedans? Voilà, c'est juste l'évolution technologique. Mais si l'humain reste humain, puis qu'on n'oublie pas ça, c'est ce qui compte. Je pense que c'est tout à fait vrai. Voilà. Tu as connu malheureusement pas mal de monde qui est parti suite à des accidents. J'ai connu un ami qui était un voisin, qui était pilote de Hawk. Et un lundi matin, il est parti à Sion, il était instructeur de vol, puis 12 heures après, il était mort. À Colombier, sur 25 ans de vol à Colombier, j'ai eu plus de 20 collègues, copains, amis qui sont morts. Ça t'a marqué dans ton expérience de pilote? Ça a modifié des comportements? Autrement. Tu réfléchis te dis, autrement. mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Puis c'est de la connerie des autres que tu apprends. Oui, tout à fait. Et voilà, pour ça que je me suis arrêté de voler à un moment donné, pour plusieurs raisons. Il y avait l'âge, il y avait la situation financière, ça venait très très cher. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Oui, tout à fait. Et Christophe Kekes disait toujours, ne fais pas le vol de trop. Et il a raison. Il faut savoir s'arrêter. Et c'est le plus dur. Mais je ne savais pas quand j'ai fait mon dernier vol que c'était mon dernier vol. D'accord. Et je pense que ça aussi, c'était important pour moi. Ouais. Ok. Tu n'aurais pas pu te voler puis dire, voilà, là, je pose l'avion pour la dernière fois. Non, je n'aurais pas pu. Bon, c'est peut-être mieux comme ça, en fait, des fois. Je me dis qu'aujourd'hui, c'était une bonne façon de finir. Bon, tu voles... en tant qu'amateur. Les pros, c'est autre chose. Les pros, vous savez tu auras encore l'opportunité d'aller en cockpit. Oui, après, il y a d'autres options. Après, c'est pas un problème. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci d'être venu sur le siège éjectable. C'est tout bon. C'est un grand plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup.